Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Ouais. C'est la dernière dernière talk de la conférence. On essaye de rester au taquet. Et bah, du coup, merci beaucoup d'être resté pour cette conférence. Donc, je vais vous parler d'Azimut, qui est un outil pour explorer les bases de données. On va passer à peu près 30 minutes là-dessus. Mais avant ça, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, vous la connaissez déjà probablement, c'est que votre base de données est probablement un gros foutoir. Et ça, bah, je l'ai vu dans pas mal de user interviews que j'ai fait depuis un mois. J'ai vu à peu près une cinquantaine de boîtes pour un peu cibler mieux le produit et voir ça. Et la plupart des boîtes avaient pas mal de problèmes avec leur base de données, que ce soit sur la partie compréhension des tables et du schéma. Donc typiquement, quelles données on a mis où, est-ce qu'on n'a pas deux fois la même donnée, qui travaille avec quoi, que ce soit sur la partie production, performance, donc typiquement des queries qui seraient trop lentes, un peu trop compliquées, d'un ORM qui générait des queries pas très sympathiques pour la base de données. Et en fait, ça peut, à mon sens, s'expliquer notamment parce que de nos jours, les bases de données évoluent énormément, on en a de plus en plus, et on a de plus en plus de complexité. Et finalement, les outils de base de données sont restés un petit peu vieillots, un peu à l'âge de pierre. Beaucoup de boîtes n'utilisent pas vraiment d'outils. C'est essentiellement les DBA, et les outils sont assez bas niveau. Donc c'est vraiment pas toujours évident. Et, euh, et donc, du coup, ils ont du mal à travailler là-dessus. Il n'y a qu'une seule boîte avec qui j'ai échangé qui gérait vraiment, qui avait sa base de données vraiment en maîtrise. Ils avaient rajouté énormément de surcouches et de conventions et de choses comme ça autour de leur base de données, mais c'est vraiment pas le cas de la plupart des boîtes. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes à ce talk aujourd'hui et que du coup, je vais vous parler d'Azimut et que vous allez pouvoir peut-être faire un premier pas vers comprendre un peu mieux votre base de données et la gérer un peu mieux. Donc, je me présente, je suis Loïc Nuchel. Il y a 3 ans, j'ai été recruté comme Principal Engineer chez Doctolib et je suis arrivé dans une boîte avec une énorme base de données, notamment 800 tables et avec un scope très très large. Et du coup, j'ai eu vachement de mal à comprendre les interactions entre les tables parce que des fois, se promener uniquement dans le code, c'est beaucoup trop volumineux. Donc du coup, depuis 2 ans et demi, je développe ce projet en side project et depuis un mois, je suis passé full time dessus. Donc je suis hyper content de pouvoir venir vous le présenter et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, Azimut, c'est à peu près 3000 utilisateurs, dont 400 mensuels et 60 journaliers. Sur le on-premise, il y a eu à peu près 80 installs, dont 20 qui sont actives. Et chez Doctolib, il y a à peu près 400 développeurs. Il y a 260 users sur l'instance et 60 par mois. Donc ça fait quand même, ça vous donne un peu une ordre d'idée à quoi ça ressemble. Alors j'ai un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Si vous tweetez sur le talk, vous avez 3 mois gratuits sur la licence pro. Je vous enverrai un code, ce qui vous permettra de tester l'outil librement, sans avoir les contraintes du freemium que je vais vous montrer. Euh, donc avant de passer à la démo, on va faire un petit détour sur l'architecture parce que dès qu'on se connecte à une base de données, c'est toujours des choses sensibles, que ce soit sur le schéma qui est considéré souvent comme critique pour les bases ou encore pire pour les données, où là c'est très sensible. Alors l'architecture d'Azimut, elle est faite pour être le plus privacy friendly possible. Et donc notamment quand on utilise Azimut, on a tout en local. Donc typiquement, c'est un front-end donc qui est téléchargé évidemment par le serveur d'Azimut, mais qui va se connecter à une gateway que vous lancez en local sur votre machine, qui va ensuite se connecter sur la base de données. Donc tout reste uniquement sur le poste de l'utilisateur. Il n'y a rien qui part sur le serveur d'Azimut. Et même quand on va vouloir sauvegarder son schéma, on va avoir une option pour le sauvegarder en local, donc dans la local storage du navigateur. Donc absolument rien ne va sur le serveur d'Azimut. Absolument rien à part des toutes petites métadatas qui sont globalement le nom du projet et des statistiques sur le nombre de tables, le nombre de relations, ce genre de choses-là, juste pour avoir un peu une idée de qu'est-ce que font les gens, pour les gens qui utilisent la partie locale. Évidemment, il y a une partie aussi cloud, et donc on peut avoir aussi l'option de sauvegarder son projet en remote, donc sur les serveurs d'Azimut, pour notamment pouvoir partager, collaborer avec d'autres personnes, parce que du coup, s'il est sauvegardé uniquement en local, ça va être difficile. On peut aussi le déployer on-premise, et ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire pouvoir partager et collaborer avec des gens, et à la fois garder l'ensemble des données privées à son entreprise. Donc du coup, c'est le moment de la démo, et en fait, pour lancer Azimut, le plus simple, c'est vraiment une seule ligne de commande, donc npx azimut explore l'URL de la base de données. Donc Azimut, c'est une clean Node.js que j'ai développée, donc npx, c'est pour le lancer et l'exécuter sans avoir installé avant. Et donc, ça va lancer la gateway
sur votre machine et ouvrir la base de données dans Azimut. Donc c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Donc j'ouvre mon terminal. On va faire npx azimut explore et ici je mets mon URL de base de données locale, donc Postgre. Donc il faut bien penser à mettre le user mot de passe dans l'URL pour que Azimut puisse se connecter dessus. Et donc la base de données s'appelle Azimut Dev. Donc quand je lance cette commande, on va voir la gateway qui se lance et Azimut qui s'ouvre avec l'URL et qui va demander à gateway de charger le schéma. Et donc ici on a déjà le schéma chargé dans Azimut. Avec les tables là-dessus. La grosse différence entre Azimut et des tools plus ou moins similaires, c'est que Azimut n'affiche rien au démarrage, parce que c'était fait pour les grosses bases de données. Donc, typiquement, dans un Doctolib avec 800 tables, si j'affichais 800 tables ici, le tool serait en train de mourir, et vous serez en train de rien voir du tout, même si le tool ne serait pas en train de mourir. Donc le but, ça va être d'explorer sa base de données, et donc de chercher, donc pas d'afficher le schéma global de la base de données, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne fait pas de sens, mais aller chercher ce qui vous intéresser sur le use case sur lequel vous travaillez. Donc par exemple, ici, on va pouvoir aller chercher les projets sur Azimut, et afficher la table projet. Et donc là, on voit les colonnes, avec un tri avec les colonnes les plus importantes au début, et on va pouvoir ensuite soit aller chercher d'autres tables, et donc ça va chercher sur les noms des tables, les noms des colonnes, les types, les commentaires, et ainsi de suite, soit du coup naviguer dans le schéma à partir de cette table. Donc par exemple ici, quand on clique sur les icônes en couleur, ça permet de naviguer là-dessus, et donc voir la table organisation qui va être liée, par exemple aller voir la table user, et donc avoir l'ensemble des tables qui nous intéressent. Donc on peut suivre les foreign keys, comme ça, mais on peut aussi suivre les foreign keys qui pointent sur la primary key. Donc quand on clique sur une primary key, on a l'ensemble des tables qui pointent dessus. Donc par exemple ici, on va avoir la table event pour du tracking interne. Et donc on peut construire son layout pertinent. On peut aussi choisir les colonnes. Donc par exemple, on peut masquer les colonnes qui ne nous intéressent pas. On peut aller afficher les colonnes qui nous intéressent. Et donc vraiment définir le layout le plus pertinent pour nous. Ensuite, on peut, donc des fois, les relations qu'on a ici, c'est des relations qui sont récupérées de la base de données, qui sont les foreign keys dans la base de données. En revanche, tout le monde ne met pas tout le temps toutes les foreign keys. Et donc Azimut propose d'inférer les foreign keys à partir des noms. Donc par exemple ici, Project ID n'a pas de foreign key et on va pouvoir touchpad. Et on va pouvoir du coup avoir la suggestion et rajouter la relation vers la table projet pour ensuite que les gens sachent qu'il y a cette relation-là et on peut l'explorer. Ce qui est sur cette relation assez évident avec le Project ID, ce qui des fois l'est un petit moins, par exemple si on a une table owner, si on a un champ owner ou ce genre de choses-là. Donc ça c'est pour la partie exploration de schéma. On va pouvoir donc faire un premier layout et on va pouvoir faire d'autres layouts aussi. Donc typiquement, l'idée c'est d'avoir autant de layouts qu'on veut, ce qui soit les scopes d'une équipe, le scope d'une feature, ses explorations personnelles. On va pouvoir les organiser en dossiers. Donc par exemple ici je peux créer un autre layout et avoir par exemple ici d'autres tables et passer d'un layout à l'autre pour avoir des choses qui sont le plus explicites possible. Donc ça c'est la partie exploration de schéma où on va vraiment pouvoir voir définir le scope qui nous intéresse. Ensuite on va avoir une partie documentation où donc déjà par défaut on remonte les commentaires SQL, et donc du coup on va pouvoir voir ce qui a été mis dans la base de données. Donc ça dépend vraiment des boîtes, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Par contre on va pouvoir aller plus loin et donc définir ici des notes, par exemple, et donc avoir ici la petite note qu'on a rajoutée, qui va expliquer qu'est-ce qu'on peut faire sur cette colonne-là. Donc ces notes sont en Markdown, donc on peut mettre du formatting, ce qui est très cool pour mettre un peu de formatting, de l'italique, des titres, tout ça, mais surtout avoir des listes et des liens, notamment vers d'autres documentations potentiellement. Les images aussi, des fois, ça peut être utile. On peut rajouter des tags, donc par exemple ici dire, ok, il y a des PII, en fait c'est lié au domaine tracking. Et puis on va pouvoir, il y a un tag un petit peu spécial qui s'appelle deprecated et qui permet, sans faute d'orthographe, et qui permet de signifier que cette colonne-là, il faut arrêter de l'utiliser. Donc visuellement, on va voir qu'elle est barrée. Et c'est la même chose pour les tables, on va pouvoir avoir des notes et des tags dessus. Au niveau documentation, on va pouvoir rajouter aussi des groupes pour signifier que des tables sont ensemble. Et donc typiquement, on va voir ici, on dit ok, tout ça appartient au domaine organisation, quelque chose comme ça. Et on va pouvoir aussi rajouter des mémos avec mon commentaire préféré, salut, qu'on peut changer de couleur, changer de forme,
pour vraiment expliquer, ben voilà, ce groupe de tables, il sert à ça, ce layout, on l'a fait pour ça, on peut mettre pareil des images, des liens là-dedans, pour avoir quelque chose d'un peu visuel. Ensuite, on va avoir toute une partie exploration de données. Donc ici, on voit déjà sur la colonne donc name de la table event, on remonte en fait les champs les plus présents dans la table avec leur nombre d'occurrences. Donc par exemple ici, project loaded et ainsi de suite, le nombre de rows, la cardinalité, les pourcentages de nuls, ce qui permet d'avoir un aperçu un peu global de qu'est-ce qu'il y a dans cette colonne-là. On va avoir la même chose côté table. On va avoir ici le nombre de rows et aussi pour chaque colonne une donnée d'exemple pour vraiment avoir un aperçu très très rapide de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est pour l'exploration de données très rapide, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin, par exemple faire des requêtes SQL ici. Donc la requête par défaut sur les colonnes, ça va être un group by pour avoir une idée un peu de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et la requête par défaut sur les tables, ça va être un select étoile sans surprise pour voir un peu toutes les données qui sont présentes dans la table. Donc ça, c'est la partie requêtage, qui est assez classique, mais il y a quelque chose d'assez sympa, c'est qu'on arrive à garder le lien entre les colonnes du jeu de résultats et le schéma. Donc typiquement ici, je sais que c'est la colonne ID de la table event, ce qui sur cette requête est trivial, mais qui peut être l'être moins. Et par exemple ici, je sais que c'est la colonne organisation ID qui a une foreign key sur la colonne organisation, sur la colonne ID de la table organisation. Et donc je vais pouvoir aller voir la row qui correspond directement et avoir l'organisation qui a créé en fait cet événement. Et de la même manière, de manière récursive, on peut aller voir le created by ici, et donc de voir que cette organisation a été créée par admin. Donc ça, c'est une partie d'exploration assez rapide, mais si on veut aller plus loin dans le layout, on peut ajouter directement la row de la table dans le layout, et de la même manière qu'avec le schéma, venir explorer les relations. Donc par exemple, ici, on va avoir le created by, où on va pouvoir rajouter la row qui correspond, et donc avoir de la même manière le azimut. Et donc, pareil sur les relations entrantes, donc sur les primary keys, on va avoir les tables qui correspondent et avec les rows qui correspondent dans ces tables-là. Donc, typiquement, ici, il y a plusieurs projets, mais il n'y a qu'un seul projet qui pointe vers cette organisation. Et donc, avoir ça, de la même manière sur les events, on va pouvoir charger, et on va pouvoir charger plusieurs rows, évidemment, de la même table, ce qui permet d'explorer assez facilement le modèle, par exemple, c'est pas mal utilisé sur des cas pour des gens qui font du support, où ils arrivent, ils rentrent sur une entité, donc une organisation, une personne, et puis après ils vont pouvoir explorer assez facilement ça. Ça, c'est pour la partie data exploration. Donc là, je vous ai montré comment explorer une base de données avec Azimut. En fait, on peut explorer autant de bases de données qu'on veut, et on peut rajouter, donc ici, d'autres bases de données, donc avec une source. Et ici, évidemment, j'ai oublié de copier l'URL. Et on peut aussi mettre une autre base de données. Donc on a plusieurs manières d'importer. Donc l'URL de la base de données, c'est ce qu'on pousse là-dessus, mais on peut aussi importer du SQL, les schémas Prisma qui sont un ORM Node, du JSON, où il y a un JSON schéma qui définit le format du JSON. Donc n'importe quoi que vous avez qui peut se transformer sous forme d'entité et de relation, vous pouvez le formater en JSON et l'importer dans Azimut. Vous pourrez l'explorer de la même manière. Et du AML qui est le langage de DSL que j'ai défini pour écrire très rapidement, pour définir très rapidement les schémas de base de données. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais en tout cas c'est une partie assez cool. Donc du coup, si j'extrais ma source, je vais avoir les 15 tables et je vais pouvoir rajouter cette source dans mon schéma et donc venir explorer ensuite, par exemple, la table event avec un E majuscule, parce que les tables ont des conventions un peu différentes sur ces deux bases, ici, qui est de l'autre base, et on va pouvoir faire des relations entre les tables qui viennent de différentes bases, ce qui est assez pratique dans un domaine, dans un contexte de microservices, où on va avoir des ID dans une base qui font référence à des primary keys dans une autre base. Donc évidemment, il n'y aura pas de foreign key dans les tables, dans la réelle base de données. Par contre, dans Azimut, on pourra voir les relations, et ça peut être assez pratique. La dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est le côté analyse, donc il va vous prendre votre schéma et vous donner quelques solutions. Donc aujourd'hui, c'est très balbutiant comme fonctionnalité, mais c'est là-dessus qu'on va vraiment se focaliser sur les mois à venir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une fonctionnalité qui est limitée par le plan gratuit et qui est dans le plan payant. Donc pour ça, on va se connecter et l'avoir sur le plan payant. En fait, si vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais ici, je ne suis pas sign-up depuis tout à l'heure. Je suis sur un compte, je ne suis pas logué, je ne suis pas sign-up, et donc ça, on peut le faire. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est uniquement local
sans compte, sans rien du tout. Donc, on va enregistrer le projet. Donc, il va me proposer de me loguer. Donc, je vais me loguer avec mon compte GitHub. Hop. Et du coup, il va me proposer d'enregistrer le projet. Et donc, comme je vous disais au début de la présentation, en présentant l'architecture, il va me proposer de le sauvegarder soit en remote, soit en local. Donc ici, si je choisis de sauvegarder en local, rien ne sera passé sur le serveur d'Azimut, malgré que je sois sur la version cloud avec le azimut.app. On va le sauvegarder en remote et on va le sauvegarder dans une organisation qui a le compte pro pour aller voir ensuite la partie Analyze. Donc, c'est beau. Donc sur la partie Analyze, on va voir, donc je vous dis aujourd'hui c'est très très embryonnaire, donc les tables qui n'ont pas de primary key, les relations manquantes, donc on voyait les petits points rouges dans le schéma, mais en fait ici on a la liste de absolument tout, donc on peut soit tous les ajouter, soit les ajouter un par un, soit les ignorer pour qu'on les enlève. Des relations qui ont des types différents, des relations qui ont des colonnes qui ont des types hétérogènes, des tables qui seraient trop grosses. On va rajouter pas mal de choses là-dedans, notamment des solutions de suppression d'index, pour ceux qui sont soit dupliqués avec des index qui existent déjà et qui sont redondants, soit pas utilisés, des créations d'index pour des requêtes qui seraient lentes et pas mal de choses là-dessus. Le dernier point, ça va être le partage. Et donc ça, évidemment, ce sera accessible uniquement si vous voulez sauvegarder en remote, parce qu'il faut bien loader le projet depuis quelque part, et Azimut ne peut pas le loader depuis votre local storage. Donc si pour les gens qui l'ont sauvegardé en remote, vous allez pouvoir partager votre projet et l'embed dans une documentation, donc du Confluence, du Notion ou autre, avec une iframe. Le truc, c'est que les projets sont évidemment privés, donc du coup, uniquement les gens qui sont logués sur Azimut avec l'organisation et qui ont les droits dans l'organisation peuvent les voir. Vous pouvez créer un private link. Donc ici, il permet en fait de créer un token et donc de générer un lien. Quand on utilise le token ici, on va avoir le lien, le token ici, qui permet à n'importe qui ayant ce token-là d'accéder au projet. Ce qui permet par exemple de le mettre dans une documentation Confluence et que n'importe qui, logué ou pas sur Azimut, puisse voir le projet. Donc c'est fini pour la démo. On va revenir un petit peu au slide et notamment parler de l'avenir, parce que du coup, comme je vous le disais, ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus. Vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. J'ai pas fait le tour de tout. Toute la partie design de base de données, on l'a pas évoqué. Mais du coup, maintenant que je suis full-time, ça va pouvoir aller beaucoup plus vite. Grosso modo, les grosses choses qu'on va vouloir ajouter, c'est les statistiques de la base de données. Donc récupérer dans les tables système toutes les statistiques sur les tables, les colonnes, les index, et pouvoir proposer des choses. Donc comme je vous disais, identifier les index redondants, les tables ou les index non utilisés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une PR qui est déjà là, qui sera mergée probablement la semaine prochaine. J'ai malheureusement pas réussi à la merger pour aujourd'hui. Toutes les requêtes récupérer toutes les requêtes de la base de données, donc tout ce qui passe sur la base de données, ce qui va permettre de les parser et d'identifier les close join et donc d'identifier des relations qui ne seraient pas présentes comme foreign key et qu'on ne pourrait pas identifier via des conventions de nommage. Identifier évidemment les requêtes lentes et proposer de les réécrire avec un petit coup d'IA au passage pour qu'elles utilisent des index existants, ce genre de choses-là, ou proposer de créer des index pour qu'elles soient plus rapides. Identifier les requêtes de type N+1 et aussi traquer les performances des requêtes dans le temps pour identifier les requêtes avec les performances qui se dégradent petit à petit, probablement parce que la volumétrie de la donnée augmente et sur laquelle il va peut-être falloir créer un index, même si on n'en avait pas besoin avant, on aura probablement besoin plus tard. Pas mal de choses, de l'alerting et ce genre de choses-là. Identifier la popularité des tables et faire des clusters de tables aussi, voir quelles tables sont les plus utilisées, voir l'ensemble des requêtes qui sont utilisées pour une table. Par exemple, sur une table, on voit toutes les requêtes qui l'utilisent, ce genre de choses-là. Ranker évidemment par ce qu'on veut, par exemple leur temps d'exécution, le nombre de fois qu'elles arrivent. On va aussi vouloir, donc pour l'instant, on recommande d'utiliser la connexion à la base de données. En revanche, on recommence d'utiliser une connexion à une base de données, pas de production. Donc typiquement, c'est parfait pour votre base de données locale, comme je l'ai fait ici. Ça peut être pas mal pour votre base de données de staging aussi. Pour la base de données de production, il y a quelques petits soucis, et donc on ne recommande pas ça, mais on va vouloir aller vers ça, notamment pour permettre de faire des plans d'exécution, parce que exécuter ces plans d'exécution, c'est uniquement pertinent sur la base de données de production. Permettre aussi à des utilisateurs de pouvoir se connecter sur la base de données de production, mais avec des droits supplémentaires que juste la connexion à la base de données. Typiquement, pouvoir autoriser des tables, voire même des colonnes, et pouvoir aussi
garantir ou en tout cas faire en sorte qu'on passe beaucoup moins de requêtes lourdes sur la base de données via des utilisateurs directement. Le cas typique, c'est les analystes qui se connectent sur la base, qui font de grosses requêtes et qui plombent un peu la base. Ici, on pourrait très facilement regarder si la requête concerne des tables lourdes, vu qu'on a toutes les tailles des tables. Et si ça concerne une table lourde, regarder si ça utilise faire un explain, regarder si ça utilise un index. Et si ça n'utilise pas d'index, proposer un warning pour dire attention, est-ce que tu es vraiment sûr? Et peut-être en fonction des profils, dire de toute façon, tu n'as pas le droit, parce que ce type de population, on fait un peu moins confiance. Détection de données personnelles, ce genre de choses-là. Et vraiment pouvoir proposer des aides globales pour maintenir la base de données. Donc pas mal de petites choses aussi, du texte SQL qui est vachement en vogue, notamment avec le schéma et l'ensemble des requêtes qui passent sur la base. Il y a moyen de faire des choses assez sympas. Proposer aussi un linter où on peut écrire des rules custom et donc pouvoir avoir ce tracking sur la base de données, de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et proposer potentiellement aussi un scoring sur l'ensemble de la base ou des sous-parties de la base, des schémas, pour avoir une idée un peu globale de à quoi ça ressemble. On a une quarantaine de règles qu'on a en tête pour implémenter ça. Comme type d'utilisateur, c'est assez varié finalement. Donc on a des utilisateurs qui sont très techniques et qui ont un scope assez large sur la base. Donc typiquement, ça va être des DBA, des SRE, des architectes. Donc, moi, j'étais architecte chez Doctolib. Et donc, c'est des gens qui ne connaissent pas très bien un petit scope et qui vont essayer d'explorer un peu ce qui se passe dans la base, essayer de comprendre, mais de manière assez large, sans bien connaître. Ensuite, on va avoir des gens, à l'opposé du spectre, j'allais dire, qui sont beaucoup moins techniques et qui veulent un peu comprendre comment l'application fonctionne. Donc on va retrouver ici des EM qui sont plus ou moins techniques en fonction des boîtes, des product managers, des data analysts, des gens au support, qui eux vont être intéressés par comprendre le fonctionnement des données de la base, mais sans avoir besoin de lire l'ensemble du code source. Voire des fois, ils ne sont pas du tout capables, des gens au support ou des data analysts ne savent potentiellement pas lire le code source. Puis sur le code source, c'est quand même beaucoup plus volumineux. Et puis évidemment, les développeurs, vous potentiellement, dans différents contextes, soit quand vous arrivez dans une boîte, évidemment, pour commencer à comprendre la base de données, mais aussi potentiellement quand vous changez d'équipe, parce que du coup, vous ne connaissez pas le nouveau contexte de la nouvelle équipe quand la boîte est suffisamment grosse, ou quand vous travaillez sur des projets transverses qui ont un scope beaucoup plus large que votre équipe, ou tout simplement, de temps en temps, on travaille sur des parties qu'on connaît moins bien. Ça permet aussi de documenter et de voir très facilement le scope des autres équipes et comprendre beaucoup plus facilement les choses. Surtout une fois que la documentation a commencé à être faite, que les layouts sont faits. Si on arrive, on a un layout par équipe, par exemple, ça devient très facile de comprendre ce que fait une équipe. Donc Azimut est open source, totalement open source. Donc vous pouvez y accéder, voir le code source, contribuer, proposer des améliorations, des features sur GitHub Azimut App Azimut. Si vous l'avez noté, on a 994 stars. C'est un peu frustrant. Je compte sur vous pour faire passer la barre des 1000 stars ce soir. Ce sera un bel achievement de Divox. Dans le repo, ce qui peut vous intéresser, ça va être toute la partie libre, et notamment les connecteurs, les CRD. Donc on a le module modèle qui définit un peu les modèles core de Azimut, et notamment le modèle de base de données que j'utilise pour modéliser tout ça, qui peut servir un peu de modèle générique. Et donc c'est ça que les connecteurs en fait requêtent la base de données et génèrent ce modèle-là. Donc ça peut vous intéresser de jeter un œil là-dessus. Et puis à partir de ce modèle-là, on peut faire plein de choses, des diffs de base de données, ce genre de choses-là. Pareil, les CRD, donc CRD c'est pour sérialisation, désérialisation, ce qui n'est pas exactement approprié à ce cas-là, mais ça m'allait bien. Donc sur AML, donc ça permet de parser du AML et de générer du AML. Donc c'est le DSL que j'ai écrit pour définir les structures de base de données. DBML, c'est la même chose, mais en plus verbeux. Je n'ai pas voulu l'utiliser parce que c'est un peu plus chiant à écrire. Donc j'en ai écrit un autre, parce qu'on aime bien, on est développeur, on aime bien ça. Prisma encore, du SQL aussi, permet de parser du SQL. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, un connecteur, ça doit implémenter cette interface-là. Essentiellement, il y a deux méthodes qui sont principales. Donc le getSchema au début, où on donne l'URL, est censé renvoyer le modèle de base de données. Et la troisième, le execute, où pareil, on lui donne une requête avec l'URL de base de données, puis il exécute la requête, il nous envoie des résultats. Donc finalement, c'est pas très compliqué. Il y a juste implémenter ces quelques méthodes-là, et puis après faire évidemment les requêtes qui correspondent sur la base. Il y a déjà pas mal d'exemples, il y en a 7 ou 8, donc ça donne des bonnes inspirations. Merci à tous, j'étais super content de faire ce talk. Si vous voulez revoir les slides, vous avez ce QR code ici.
Dans les slides, j'ai mis des slides cachés qui sont toute la démo, donc vous pourrez revoir la démo en slide. Et si vous devez retenir qu'une seule chose de ce talk, c'est cette commande npx azimut explore et l'URL de votre base de données qui va vous permettre d'explorer directement Azimut sans avoir à rien installer sur votre machine si vous avez déjà NBM. Merci. On a un peu de temps pour les questions. Devant. Il y a le temps, il y a le temps. Merci Loïc pour le talk, c'est super cool l'outil. J'avais juste une question sur les requêtes. De ce que j'avais compris, c'est que en fait on chope le schéma, mais pas du tout les requêtes. Est-ce que tu peux peut-être donner un peu plus d'infos sur cette partie-là? Alors aujourd'hui, les requêtes ne sont pas du tout récupérées. Donc dans tous les cas, c'est des requêtes qui sont faites sur la table système de la base de données. Donc aujourd'hui, on récupère, donc c'est l'information schema dans beaucoup de bases de données, mais il y a le PG catalogue dans Postgre. Donc c'est vraiment, on requête les bases système. Et donc après, pour les requêtes qui passent sur la base, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en prévision, c'est pas fait. Et donc l'idée, c'est de les récupérer pour pouvoir les analyser. Et dans tous les cas, ce ne sera pas quelque chose qui sera fait directement au lancement. Ce sera l'utilisateur qui demandera changement les requêtes pour avoir plus d'analyse. Ou quand on lance l'import, on pourra peut-être cocher une case avec les requêtes et tout ça. Parce que là, ce sera potentiellement beaucoup plus lourd. Il peut y avoir pas mal de requêtes. Ok, merci. Merci pour le talk. Est-ce qu'il y a de l'outillage qui est prévu aussi autour des procédures stockées, par exemple, sur certains SGBD ou ce genre de choses? C'est ma première question. Ouais, procédure stockée, non, pour l'instant. Après, tout est discutable. L'avantage d'être au début du projet, c'est que on développe aussi ce qu'il y a avec les clients. Donc pour l'instant, on n'a pas eu trop de demandes autour des procédures stockées. Ce ne serait pas très difficile de récupérer les procédures stockées. Ce qui serait moins évident pour moi, c'est de voir quoi en faire, parce que je ne vois pas comment les représenter, comment les montrer. Donc si tu as des idées, avec plaisir pour en discuter. En tout cas, c'est pas très compliqué de les récupérer. Après, il faut avoir des idées de quoi en faire. J'ai une deuxième question autour des différences entre le modèle commercial du modèle open source. Alors, tout est open source, donc il n'y a pas de code privé du tout. Donc juste la partie payante, enfin juste il y a des limitations dans le code. Typiquement dans le gratuit on peut créer que 3 layouts. On ne peut pas trop documenter. En fait toutes les fonctionnalités sont accessibles mais relativement limitées, hormis la partie exploration de schémas et de données qui sont totalement libres. Donc voilà, on peut explorer et documenter sans trop de explorer les données sans trop de problèmes. Et après pour documenter plus, faire l'analyse, tout ça va être dans la plan payant. Ok, merci. Plus de questions? Très bien. Merci Loïc et bravo pour les 1000 stars. Merci.